On va vous présenter un petit peu un extrait du plan de gestion qu'on a travaillé sur le jardin du Parc des Bosquets du château de Lunéville. C'est une mission qu'on a tenue de 2019 à 2022, sur 4 ans. Donc, il nous manque une année, 2019-2023, faire 4. C'est une commande de la maîtrise d'ouvrage et le conseil départemental de la Meurthe-et-Moselle, donc c'est une grosse machine. On avait beaucoup de services en face de nous par rapport à la gestion de ce jardin et c'est surtout pas leur métier. Donc, autant l'appel d'offres que la gestion ensuite, ça a été des moments où on a appris chemin faisant avec eux à faire les choses parce que ils apprenaient autant que nous, parce que c'était notre premier projet en sortant du master. L'autre élément, c'est que c'est un jardin qui est classé au titre des monuments historiques, donc on avait un autre interlocuteur aussi qui était la DRAC. Donc on a essayé de proposer une méthode de travail qui à la fois construisait un argumentaire un peu tenu sur le parti pris d'intervention, et en même temps, chemin faisant, est apparue la nécessité de travailler de l'expérimentation, puisque le conseil départemental étant une grosse machine, ils avaient besoin de montrer assez rapidement qu'on allait agir et de ne pas trop prendre de temps en études. Donc on leur a dit, nous, on va prendre le temps en études dont on a besoin, mais en contrepartie, on va commencer avec vous à travailler de premières actions qui se voient, histoire de montrer l'action en fait publique sur le jardin. C'est pas ce bouton-là, c'est pas ce bouton-là, c'est celui-là. Voilà. Donc le jardin du château de Lunéville, on va pas vous faire l'affront de vous le raconter de nouveau. En plus, on a dans la salle des gens qui seront même plus qualifiés que nous pour nous parler du jardin au 18e. C'est le jardin de Léopold et puis de Stanislas. C'est un gros projet de soft power pour montrer un pouvoir qu'on n'a plus et se positionner en tant que Croix de Pologne. C'est un projet qui a été assez éphémère au final, puisque c'est quelques décennies où il a existé dans tout le luxe, tout le baroque et le rococo qu'on lui a connu. Voilà, on a tous des images en tête. Je pense que la nouvelle promotion du master va y être confrontée dans les enseignements. On n'est pas inquiet. Voilà quelques images dont on dispose. On a un jardin qui est très, très documenté sur toute la période du 18e. Donc, on a beaucoup d'images, on a beaucoup de plans, on a beaucoup d'analyses, on a toute une étude aussi historique, à la fois une étude archéologique, une étude documentaire et une étude historique menée aussi par Pierre-Yves Caillot, qui était la CMH qui a travaillé dessus. Là, vous avez la cour des rochers avec les automates qui a existé quelques années finalement. On en parle beaucoup, mais ça a été assez fugace. Voilà le type de fabrique qu'il pouvait y avoir. C'est un des jardins où a été initié le principe de la fabrique de jardin. Donc là, c'était la grande cascade qui a disparu aujourd'hui. Et voilà l'état du jardin aujourd'hui dans la ville. L'emprise en pointillé, c'est la protection des monuments historiques. Donc c'est le château, ses dépendances et l'ensemble du parc qui sont protégés. Le plan de gestion, il avait vraiment un enjeu, c'était de réagir à un premier traumatisme qui était celui de l'incendie du château. En 2003, le château a brûlé en grande partie, il y a toute une aile qui a disparu. Et le choix a été fait de restituer ces ailes. Donc ça a aussitôt amené beaucoup d'investissements, beaucoup de travaux qui ont remis tout le jardin, tout le château pardon, en travaux. Et l'autre, alors c'était pas un traumatisme, mais l'autre point de départ qu'on avait, c'était cette étude de 2010. On s'est dit, 7 ans après l'incendie, il va peut-être falloir travailler aussi sur les jardins qui avaient été laissés de côté en attendant. Et donc, il y a eu un projet de Pierre-Yves Caillot qui était, alors on va pas rentrer dans les débats d'hier, mais c'était entre la restitution et la restauration, ça dépend des parties dont on parle, et dont l'objectif était de ramener le jardin 18e tel qu'on pouvait le percevoir aujourd'hui. Je crois que le point d'arrêt de ce projet, ça a été le chiffrage global qui montait à 38 millions d'interventions sur le projet à l'époque. Je parle TTC. Voilà. Et nous, le premier constat qu'on a fait, ça c'est dès l'audition et dès la première visite qu'on a pu faire sur le jardin. Vous voyez à gauche, c'est une vue aérienne de 1987. En 2000, on est juste après la tempête de 99. On est 3 ans avant l'incendie, donc 3 ans avant l'arrêt des investissements sur le jardin. Et en 2015, on commence déjà à voir la perte du couvert forestier. Donc ça s'appelle le parc des bosquets. Quand on est arrivé, il avait plus de bosquets que le nom et on avait là vraiment un enjeu de conservation de ce patrimoine-là, puisque le couvert forestier est en train de disparaître et il n'y a pas eu de plantation avant qu'on arrive pendant 20 ans, c'est ça? Et c'était ça le constat. Finalement, ces bosquets, vous voyez, ce qu'on pouvait voir, tout se voyait de partout. On a perdu tout effet de surprise, on a perdu tout effet de fermeture, toute structure du jardin, et avec des fabriques de toutes les époques. Vous avez le kiosque 19e au milieu, les fabriques provisoires du 21e siècle et les toilettes de la fin du 20e. Voilà.
Donc voilà, la démarche qu'on avait proposée, nous, on a mis en jaune là, ce qu'on a fait ressortir. Au début, on avait proposé un travail très dans l'ordre, hein. D'abord les études, le travail sur la protection, un vrai diagnostic paysager qui a été réalisé. Et ensuite, travailler sur la définition de la valeur patrimoniale, de choisir collectivement un parti pris d'intervention, d'élaborer un schéma directeur de ce plan de gestion, d'élaborer des fiches motifs par lieu et d'arriver à un programme d'action. Donc ça, on l'a bien fait, mais on a dû ajouter, vous voyez, tout le volet expérimentation qu'on n'avait pas trop anticipé, qu'on a créé chemin faisant avec les équipes du château et qu'on va vous décrire aujourd'hui. Donc, on va vraiment se concentrer sur le gros cadre jaune, là. On va vite fait, voilà, on a quand même fait tout ce travail de déconstruction. Oui, c'est un jardin qui a gardé sa structure du 18e dans ses grands alignements, dans sa grande composition, dans la présence des bosquets, etc. Mais finalement, les parterres dont on parle, c'est une reconstitution en 1946 de ce qu'on aurait pu penser qu'était le 18e. Donc, c'est plutôt un projet du XXe siècle qui évoque le 18e au XXe siècle dans une écriture un peu du jardin à la Duchesne. Et puis, tous les bosquets ont été grandement simplifiés. On a perdu toute la richesse et tout le raffinement qu'il pouvait y avoir au 19e pour des compositions beaucoup plus simples. Et les parterres eux-mêmes ont eu une période pittoresque. On a conservé le dessin des parterres, mais on les a plantés de bosquets et d'arbres épars. Donc, le premier travail, ça a été de définir avec les équipes du château, avec la maîtrise d'ouvrage du département et avec tous les partenaires qu'on a pu associer, parce que c'est un jardin qui suscite beaucoup de passion localement. Donc, on a dû beaucoup travailler avec les associations aussi sur place. Donc, on a d'abord dit que le parti pris, et ça, on a été très étonnés, c'est très bien passé, que finalement, on allait conserver la grande composition du 18e dans le principe, mais qu'on allait aussi conserver la restauration de 46, qu'on allait aussi conserver les apports du 19e. Finalement, c'est passé assez facilement avec les ateliers qu'on a menés. Le fait que ce soit un jardin urbain ouvert depuis ses origines, finalement, à Lunéville, le jardin, c'est la place du village. Donc, il y a toutes les manifestations. Là, on a parlé du stage tout à l'heure, mais on a aussi des concours de chevaux, on a la guinguette tous les dimanches. Enfin, c'est parcouru de partout. Il y a les mobylettes qui passent au milieu, tout ça. La notion d'ouverture internationale des innovations menées dans le jardin, là, c'était pour accompagner le projet de musée qui est dans le château. C'est la partie peut-être qu'on a le moins travaillé. On avait questionné aussi le fait de recréer des nouvelles fabriques du 21e, etc. Et jardin de surprise et de plaisir, c'était important parce que dès les origines, c'était aussi un des enjeux du jardin et de toute cette dimension baroque et rococo qu'on pouvait y trouver. On va le voir, nous, ça s'est traduit par le travail sur une aire de jeu qui était un peu triste au milieu du jardin. Donc ça, c'est le schéma directeur qu'on a posé. Ça, c'est les invariants des projets. On a dit, tout le blanc, on va pouvoir y travailler, mais par contre, ça, c'est le cadre qu'on se donne pour le projet. Ça a été validé avec les services de la DRAC. Et ensuite, on a eu une grande attention à essayer de nommer les lieux. On a décliné chaque lieu et on a beaucoup travaillé sur la dénomination précise parce que aménager un bosquet, c'est pas aménager un petit jardin, c'est pas aménager un belvédère. Et on a derrière posé des invariants qu'on a traduits dans des fiches motifs. Là, on vous montre juste une des fiches qui est sur ce qu'on a appelé le bosquet laboratoire. Et donc, l'invariant, ça va être de conserver et de restituer les alignements de la composition du 18e, de refermer les bosquets et d'y amener une dimension expérimentale au cœur du bosquet. Ouais, les fiches motifs, c'est à chaque fois une description, quelques sources qui nous servent à nourrir le propos, les enjeux d'un projet et puis ce qu'on se fixe comme règle en cas d'intervention. Et ça sert encore de ligne de conduite au château. Donc là, avec Agnès, on va surtout s'attarder sur l'expérimentation qu'on a menée avec les jardiniers. Donc c'est en parallèle de tout ce qu'on vient de vous présenter. On aurait 3, 4, 5 heures à vous décrire tout ce qu'on vient de vous dire là, et on aura envie de le faire d'ailleurs. Mais là, on va vous montrer comment on a commencé à lancer une expérimentation qui a commencé par l'élimination de verrues au début, de manière très, très simple. Puis petit à petit, c'est monté en puissance et on s'est un peu fait dépasser par ce qu'on a créé. Et là, en y revenant et en préparant, on se disait avec Agnès que finalement, on n'a pas pris le temps de prendre du recul sur tout ce travail-là, puisqu'on l'a terminé, notre mission s'est conclue. Et maintenant, on se pose plein de questions sur cette démarche-là et on va vous les soumettre, comme ça on pourra en débattre. Toujours pas le bon bouton. Je peux pas te donner. Non. Donc voilà, donc en fait, c'est vrai que rien n'avait été planté depuis 20 ans dans ce parc. On a trouvé une équipe des jardiniers qui était prête à nous croire, mais rien n'avait été fait depuis. Tout le monde leur disait qu'il allait se passer quelque chose et que rien ne se passait. Donc assez sceptique au départ. Hein. Et progressivement, en fait, on s'est fait confiance mutuellement. Nous, ça a été une découverte incroyable. Hein. Et eux aussi, de la même manière. On s'est fait confiance. On a mené 9 ateliers entre 2019 et 2022. On se retrouvait à peu près une fois par trimestre. Hein. On travaillait toujours. Donc là, c'est l'équipe au complet. On travaillait toujours un petit peu de la même manière.
aller se promener dans le jardin pour voir qu'est-ce qui avait eu lieu, quelles étaient les difficultés, qu'est-ce qui avait avancé, qu'est-ce qui n'avançait pas. Puis après ça, on travaillait en salle. Alors en salle chez eux, c'est dehors. Rapidement, on s'est aperçu que ça ne servait à rien de leur préparer, de rester enfermés et d'avoir des tas de documents qu'on avait présentés façon consultant. Donc on travaillait ensemble. Et puis après, on allait sur le terrain, arpenter, regarder et vérifier. Tout ce travail, il a été fondé donc sur le diagnostic paysager qu'on avait fait, qu'on a partagé avec eux. Et puis, à la suite de ça, nous, on a listé un certain nombre d'actions qu'on pouvait faire et voilà, on a pris du temps pour les organiser avec eux, voir celles qu'ils voulaient faire, celles qui semblaient pas logiques et pas faisables avec eux. C'est vraiment un travail au quotidien. Et donc là, c'est pour vous montrer rapidement qu'on a. Alors, on est allé sur tout le parc, il n'y a eu aucun interdit. Voilà. Et on a eu de la chance, hein, c'est que lors de notre présentation au conseil départemental, hein, on a parlé des différentes verrues qu'on ne voulait plus voir dans le parc, et notamment cette fameuse qu'on appelle passerelle, hein, qui existait depuis les années 90, hein, donc, ce qui permettait aux motos, aux voitures, aux vélos de passer dans le parc sans aucune gêne. Hein. Et quand on a dit aux jardiniers que ça nous paraissait complètement aberrant et qu'il fallait l'enlever, ils nous disaient mais non, mais personne ne peut l'enlever. Le jour du diagnostic, on a demandé au président du département si on pouvait quand même enlever cette verrue. Il nous dit mais bien sûr. Et donc fort de ça, on a déployé et ça a été la première action qui nous a lancé en fait avec eux de cette confiance. Oui, on est capable de faire quelque chose que jamais personne n'a fait parce que voilà, parce que personne ose. Et on est allé, donc ça a pris un petit peu de temps parce que c'était une rampe handicapée qu'il fallait déplacer, etc. Et aujourd'hui, on a un nouvel escalier, on a une nouvelle vision depuis la terrasse vers les jardins et des jardins vers la terrasse qu'on avait complètement oublié auparavant. Fort de ça, l'équipe nous a suivis. Donc, on a refait une autre petite étude assez rapide, assez simple à mettre en place pour conforter la fait qu'on pouvait faire des choses que personne n'avait fait, c'est d'enlever les verrues. Donc, des verrues, il y en a plein dans ce parc. Hein. Entre autres, dans une belle terrasse, il n'y a pas de poubelle, il n'y a pas de cendrier. On enterre les bouches à incendie. On enlève ces petits pots de fleurs qui sont très beaux, mais qui servent strictement à rien et qui coupent la perspective. On n'a pas encore réussi avec les barrières en bas, mais bon, on les a peintes déjà d'une autre couleur. Voilà, donc voilà, ça c'est parti. Du coup, les jardiniers ont décidé, on y va, on remonte nos manches et ces toilettes, quand même, il faut le faire, les toilettes dans l'allée perspective de ce qu'on appelait le basket des plaisirs, on tombe sur ces espèces de trucs qui venaient d'être faits, certes, mais enfin qui sont quand même très moches. Bon, on a planté des double haies de charmilles et ce sont les jardiniers qui nous ont dit, mais attendez, nous, on va le faire. Hein. Voilà, donc c'était assez émouvant parce qu'on s'aperçoit que vraiment, ils ont occupé le terrain et ils ont planté, je ne sais plus, une centaine de charmilles. Alors, on a de la chance aussi. Il y a une superbe perspective hein, qui se voit depuis le canal ou depuis. Tout à l'heure, Guillaume vous a montré une photo de la fontaine, hein, de la cascade, voilà, de la grande cascade, hein, telle qu'elle existait avant, entre l'aire de jeu derrière que vous voyez derrière, hein, qui va disparaître, hein, et ce tilleul qui a poussé, en fait, on ne voyait plus rien. Et on a eu de la chance, hein, un hiver, hein, le tilleul s'est fait attaquer par un champignon. On a montré les photos de l'intérieur quand même pour montrer que ce n'était pas nous, mais que vraiment il s'était complètement bouffé. Et donc on a pu l'abattre et on a pu redécouvrir cette perspective. L'intérêt pour eux, c'est au-delà de cette anecdote, c'est de leur montrer que quand on entretient un jardin, on arrête de subir. Hein. Et c'est pas parce qu'il y a un petit arbre qui pousse hein, et qu'on fait rien, qu'on s'y habitue, que finalement il devient grand. Et en fait, chaque chose a sa place. Et dans un jardin historique, on a des invariants, on a des choses qu'on doit respecter. Et on fait attention, on ouvre les yeux et on regarde. Et voilà, toutes nos actions, c'était changer le regard des jardiniers, changer le regard des gens du château et changer le regard des Lunévillois. Petite action assez polémique aussi, mais on n'a peur de rien. On n'a pas le budget, il y a un plan d'investissement qu'on attend, hein, qui va avoir lieu avec des gros travaux, beaucoup de millions. Un plan mobilier qui sera adéquat. En attendant, on a un mobilier qui est ce qu'il est. On a peur que les gens se fatiguent, donc il y en a tous les 2 mètres. Hein. Ils peuvent pas tout nettoyer, donc ils sont un peu sales. Donc on a recensé avec les jardiniers tous les mobiliers. On a regardé avec eux lesquels étaient utilisés, lesquels n'étaient pas utilisés, lesquels on allait enlever. Et puis voilà, on y est allé. Donc ça a beaucoup râlé
autour. Maintenant, je pense que c'est passé. Et la photo que vous voyez en dessous, on n'a pas de photo où on voit moins, mais le simple fait d'espacer, en fait, ils sont plus moches. Ils peuvent attendre des investissements. Voilà. Donc, en attendant, on a quelque chose qui ressemble à quelque chose tout petit comme action. Hein. Ça coûte pas cher et ça change. Une action aussi qu'on a fait avec les jardiniers, c'est depuis les années 2000. Alors, beaucoup de saccage depuis les années 2000. Depuis les années 2000, il y a pour faciliter la traversée du parc, il y a un escalier qui a pris jour. On travaille beaucoup avec des photomontages pour justifier notre action. Donc, on a fait un photomontage de qu'est-ce que ça donnerait s'il était plus là. Il n'est absolument pas justifié sur aucun des plans historiques ni sur quoi que ce soit. Voilà, on y va. On a enlevé, les jardiniers ont enlevé, on a replanté. Maintenant, plus personne n'imagine qu'il y avait un escalier à cette place-là. Et on revoit, donc ça, c'est plus un photomontage, c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Voilà. Oui, après, on va passer rapidement. Par rapport à cette absence de couvert arboré, on a aussi essayé de porter un propos sur les arbres remarquables que le parc n'avait pas, en leur disant, c'est peut-être aujourd'hui qu'il faut commencer à réfléchir à ce patrimoine d'avenir. Donc, on a commencé à les accompagner sur repérer avec eux quels seraient les arbres qui seraient peut-être intéressants à conserver pour le futur. Donc, hormis quelques platanes là, qui sont intéressants sur la partie sud, ils sont allés repérer d'autres. Voilà. On l'a fait parce c'est un parc qui accueille beaucoup de mécénats, où beaucoup de gens ont envie de planter des arbres un peu symboliques, etc. On a un pacanier qui vivote là depuis 10 ans, par exemple, qui a été planté par des sommités. La seule plantation. La seule plantation en 20 ans. Donc voilà, il y avait cet enjeu aussi de répondre à cette demande locale. Voilà. Ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que cette dimension d'expérimentation et de test, elle nous a permis, alors ça, il ne faut peut-être pas qu'on le dise, mais de passer sous les fourches codines de la DRAC en disant, on fait du test, on fait de l'expérimentation, c'est provisoire, donc on va le faire tranquillement, et puis si ça ne va pas, on reviendra en arrière, et puis si vraiment on le pérennise, on fera des demandes d'autorisation complètes, tout ça et tout. Et c'est vrai que ça nous a permis de faire beaucoup de choses assez rapidement. Voilà. Et bien après, sur le gros volet du programme d'action, où les choses un peu plus costauds, tout ça et tout, là par contre, ça fait bien entendu, ça rentre dans les procédures. La première critique qu'on se fait à nous-mêmes avec tout ça, c'est de se dire, finalement, on a offert des solutions temporaires à des choses qui nécessiteraient pourtant de l'investissement, pourtant du projet, pourtant des études encore plus complètes que ce qu'on a pu faire. Est-ce qu'on n'est pas en train aussi de les pousser à s'arrêter en route? On a enlevé des verrues, bon, c'est pas forcément l'idéal, on n'a pas atteint ce qu'on souhaitait, mais on est arrivé à un état qui peut-être peut rester acceptable. Et la crainte qu'on a nous maintenant, c'est de se dire, est-ce qu'on va pas vivoter encore comme ça longtemps avec ce que nous, on a présenté comme une expérimentation. Donc c'est là aussi où on se questionne sur la pérennité de ce qu'on a fait. On a eu le cas sur un sujet très polémique qui était l'aire de jeu. D'entrée de jeu, on s'est dit, on s'est aussitôt dit que c'était quelque chose qu'il fallait remettre en question. L'aménagement ne dialoguait pas beaucoup avec le site. D'un point de vue patrimonial, c'était pas d'une grande intégration. Ce qu'on a proposé, c'est de carrément l'effacer. La chance qu'on a eue, c'est que le mobilier est en train d'arriver en fin de vie, donc on commence à poser des problématiques sécuritaires. Donc l'aire de jeu a été complètement enlevée. Et le propos qu'on a essayé de porter, nous, c'est qu'on était sur l'ancien boulingrin, que vous voyez ici en dessous, qui avait sa forme. La question, là, par rapport au sujet qu'on avait hier, n'était pas de restituer le boulingrin et son dessin dans son état 18e, parce que c'est pas ça le parti pris global qui a été pris sur le parc, mais c'était déjà de retrouver la géométrie globale de ce boulingrin et peut-être de réfléchir à avoir des jeux qui dialoguent avec ce principe du boulingrin. Donc on a essayé de leur montrer certains exemples, leur montrer aussi ce que ça pouvait donner en plan très rapidement. Voilà, ça c'est quelque chose qui s'est arrêté en route parce que ça déclenchait forcément des fouilles ensuite derrière si on voulait recreuser un peu une partie, donc un peu d'investissement, donc un travail un peu plus costaud. Et on sortait de notre process d'expérimentation, on rentrait vraiment dans la maîtrise d'œuvre et dans l'opérationnel. Et là, on arrivait sur la limite de la mission qui nous était donnée. Mais on a enlevé l'aire de jeu. Oui, l'aire de jeu est partie. C'est toujours polémique à Lunéville, mais au moins c'est fait. Disons qu'on leur a promis un bosquet des plaisirs à côté. Oui, c'est ça, on a créé un bosquet des plaisirs et maintenant à la maîtrise d'œuvre de prendre nos invariants et de créer le bosquet des plaisirs plus ludique et moins fonctionnel comme ça. Voilà. Alors le temps d'expérimentation, ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet d'oser. Et vas-y. Oui, ça nous permet d'oser en fait et de les pousser dans leur retranchement. Voilà, on a le droit d'y aller. Donc un petit exemple très simple. Ce qu'on appelle la terrasse verte, c'est un lieu vraiment central. On appelle ça la rotule, nous, entre nous. C'est vraiment un lieu qui interagit entre les différents éléments différents lieux du jardin.
et qui était complètement laissé à l'abandon, qui a des très belles vues sur le château, sur la cour du Rocher, l'ancienne cour du Rocher, ce qu'il en reste, c'est absolument, voilà, c'est ce qu'on voit là. Et c'était protégé par une petite barrière, hein, en attendant des gros travaux lourds qui viendront un jour, hein, de réfection comment ça s'appelle, des murs de soutènement, qui viendront un jour. En attendant, on ne faisait rien. C'est un lieu qui était délaissé. Donc avec les jardiniers, on s'est dit, on pourrait déjà au moins qualifier la fermeture, donner envie d'y aller. Et donc, pareil, toujours photomontage. On a trouvé des pots qui servaient à rien. On a mis les pots. Donc, en dessous, c'est la réalité. On a mis des pots. Les jardiniers ont même été rajoutés des barrières qu'ils ont choisies. Et c'est un lieu qui maintenant est bucolique, assez agréable. En attendant, alors là, c'est pareil. Là, il y a un vrai projet à faire. Un projet tel que ça existait autrefois où il y avait un couvert. C'est quand même très ouvert. Il faudrait recouvrir un petit peu avec peut-être avec des pergolas ou des choses comme ça, comme ça pouvait exister. Il y a un vrai projet créatif à faire, hein. En attendant, le lieu est habité. Est-ce qu'on ne risque pas de s'arrêter là Longtemps. longtemps? Un autre sujet qui a commencé à devenir un peu plus costaud quand on parle d'expérimentation, c'est le travail sur les grands alignements de tilleuls de part et d'autre des grands parterres de la perspective. Le constat qu'on avait fait en arrivant, c'est qu'ils étaient un peu tassés, hors d'échelle par rapport au site. Et la proposition simple, là, c'était de dire, au fur et à mesure des tailles et des coupes des tilleuls qui sont faits chaque année, de proposer doucement de monter de plus en plus pour revenir à une proportion qui soit plus cohérente avec le site et avec l'échelle du site. Donc en haut, vous voyez l'état actuel, et en dessous, c'était toujours l'illustration pour un petit peu donner envie et montrer comment la proportion pouvait être reprise. Et c'est quelque chose qui a été... Alors là, on dit que ça monte un peu en niveau parce que c'est quelque chose qui se voit de suite, c'est l'endroit le plus prestigieux du château, et c'est la perspective que les visiteurs viennent voir. Ils vont jamais dans les bosquets qui en sont plus. Et donc voilà, le travail en cours de route, là, il y a eu des sujets d'expliquer au public pourquoi d'un seul coup les aliments de tilleul perdaient leur forme régulière et faisaient des vagues, étaient un peu ébouriffés une grande partie de l'année, et de montrer petit à petit comment on monte et comment on gagne année après année des centimètres pour arriver jusqu'à la taille souhaitée. Et ça, c'est les jardiniers qui s'en sont vraiment emparés. À la fin, ils nous consultent même plus, ils ont bien compris le truc, et ils font d'année en année leur levée progressive. On a le droit de se tromper, et ça, c'est intéressant. C'est important d'apprendre qu'une expérience est faite pour tester et que tout n'est pas positif, hein. Pour l'instant, on vous a montré que des choses qui fonctionnaient. Il y a un truc qui n'a pas fonctionné. C'est vrai qu'on voyait ces bassins avec des petits jets d'eau absolument ridicules, hein, et qui n'avaient plus aucune allure. Et un jour, on a suggéré qu'on coupe l'eau pour voir ce que ça donne. Voilà, ça a donné ça. C'est pas grave, c'est pas grave. En fait, les bassins, ils fuient. L'eau, elle vient c'est beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. L'eau, elle vient du canal, elle n'est pas filtrée. Les tuyauteries sont complètement... voilà. Donc, il y a un énorme investissement sur les bassins. Nous, ça nous faisait mal au cœur qu'à chaque fois, on nous disait, mais c'est parce que voilà, ça marche pas, il faut investir, il faut investir. On s'est dit, on y va. Non, on n'y va plus. On a remis les petits jets d'eau, et puis ils continuent à passer. En fait, l'idée, c'était qu'ils passent beaucoup de temps à les nettoyer, qu'on trouvait que c'était du temps perdu, parce que comme on leur fait faire plein de choses, il faut dégager du temps. Voilà, ça, c'est un échec, on en a bout pourri, puis c'est reparti, et c'est très agréable de savoir qu'on peut se tromper dans une expérimentation, ça les fait progresser. Le miroir d'eau n'est pas terrible. Le miroir d'eau n'est pas terrible. De plus en plus engageant, donc on va aller vite parce que je ne sais pas si on a encore de plus en plus engageant les actions. C'est vrai que là, ils nous ont bluffé, on a dépassé toutes les espérances qu'on imaginait avoir. Vraiment, notre propos, c'est vraiment de vous montrer qu'avec rien, on fait quand même quelque chose d'incroyable, et que ces hommes, voilà. Il y avait, sur la photo juste d'avant, on voit les ifs, on leur a dit il y a deux solutions. Soit les ifs, il faut qu'ils reprennent un peu une allure un peu normale, soit, pourquoi pas, on est ouvert à tout, vous leur laissez prendre des formes, mais dans ce cas-là, vous y allez franco. Ils n'ont pas osé, ils ont dit on veut des trucs un peu structurés, donc il y avait 32 ifs à changer. On fait des actions qui n'ont pas beaucoup d'argent, donc on s'est dit on va trouver une autre solution, on les a interrogés, et d'eux-mêmes, ils nous ont dit et si on changeait les 4 ifs qui sont vraiment hors de propos parce qu'il y a eu des erreurs d'achat, etc. Et après, on va s'en occuper nous-mêmes. Donc, on y est allé, on a fait des gabarits. Ils nous ont fait des gabarits de tailles différentes. On a testé qu'est-ce qu'on voulait comme taille de if. On a sélectionné ensemble une taille, donc je crois qu'ils font 2,10 m, je ne sais plus très bien, et 1,80 m de large. On en a acheté 4. On a fait faire
je sais pas quoi, là, Un gabarit. un gabarit en fer, hein, et voilà, et il y a un panneau qui explique que pendant quelques années, ils vont avoir une drôle d'allure, hein, on le voit bien en dessous, hein, ils vont avoir une drôle d'allure. Il n'empêche que c'est les jardiniers qui se forment. Alors, il faut encore qu'ils se forment quand même, hein, il y a encore des choses qui ne sont pas tout à fait faites, mais ils ont intégré, ils travaillent sur les ifs, hein, voilà, et ça prendra le temps que ça prendra, et c'est eux qui sont les maîtres de la taille. L'inscription dans ton nom, très très vite aussi, jamais on n'aurait imaginé qu'on allait nous faire travailler sur les alignements qu'on voulait retrouver du 18e. Et en fait, progressivement, les jardiniers se sont dit, mais nous, on est capable, et surtout l'équipe du château, nous a dit, on y va, on a un peu de budget, et si on allait restituer quelques alignements, et c'est parti. La première année, on a planté 46 arbres d'alignement, donc ça veut dire bilan phytosanitaire, identification des qu'est-ce qu'on en fait, qu'est-ce qu'on fait d'arbres, voilà, toute une étude derrière, hein, je vous présente plus le résultat. 105 en 2022, et en 2023, ils ont dit stop, hein, on peut plus, il faut qu'on assure le travail de tout ce qu'on a déjà fait, année blanche, voilà, on continuera en 2024. Hein. C'était la fierté retrouvée de replanter le parc, en fait. Ouais. Ça a été très fort. Et même par rapport au public, quand on voit le tilleul qu'on a fait tomber, il y a eu quand même des crispations. Ça sera fini. Il y a quand même eu des crispations quand on a fait tomber le tilleul. Mais là, le fait de montrer ce qu'on replantait et puis le fait de canaliser aussi les envies des mécènes de planter dans le parc. Ça nous a permis aussi d'avoir l'allée des mécènes, de ne pas être quelque chose de trop disparate et qui vient en contradiction avec le dessin. Ce sont les jardiniers, ce sont des entreprises extérieures qui sont venues planter les premiers arbres. On a vu tout ce qu'il ne fallait pas faire, on a mis dans le cahier des charges, hein, une grosse machine par exemple. Et l'allée des mécènes, c'est les jardiniers eux-mêmes pour planter. Et là, on était sous le régime des autorisations auprès de la DRAC, tout ça et tout. Oui, non, il y a toutes les études qui sont validées avant. Et alors là, le fin du fin par lequel on va terminer, c'était le bosquet laboratoire. C'est bien, on les a mis en marche. Maintenant, il fallait changer aussi leur manière de travailler et préparer l'avenir. Les bosquets, ils sont ouverts. Hein. Demain, l'objectif, c'est quand même de les refermer et de retravailler sur des bosquets. Vu la taille du parc, hein, on se dit qu'on n'aura jamais les moyens financiers de faire quoi que ce soit, même s'ils attendent des investissements. Donc, on a réussi à préempter avec les jardiniers un espace qu'on appelait le bosquet laboratoire. On a refermé avec des ganivelles et testé des différents types de fermetures avec des charmilles, avec des palissades ou avec juste des arbustes. Et on a découpé ça en différents secteurs. Hein, et l'objectif, c'est de planter avec eux, de recréer différentes situations pour redensifier des massifs, les bosquets, de façon à préparer l'avenir demain. Donc, par exemple, on a planté des petits arbustes de 60-80 sur un bosquet qu'on a refermé. On va voir ce que ça va donner. On a proposé de faire des plants forestiers sur un autre pour voir ce que ça va donner. Sur un troisième petit espace, de planter quelques arbres en motte un peu plus grands et puis de faire du semis. Donc là, pour l'instant, on est au travail de la terre pour pouvoir faire du semis et de la régénération naturelle. Voilà. L'objectif, c'est de travailler sur ces différentes parcelles, de tester différentes façons de gérer la replantation des bosquets futurs de demain et de voir que dans quelques années, finalement, faire du plan forestier ou de semis, c'est pas si différent que probablement d'avoir planté des arbres déjà en mode et que financièrement, on pourra faire l'ensemble des bosquets avec ça, alors que de tout replanter, c'est complètement illusoire. Ce travail, il passe par un travail pas très sympathique, mais qu'on a fait consciencieusement, qui était de mesurer avec les jardiniers le temps qui passe pour chaque action, de présenter, parce que aucun travail, on ne peut pas demander des budgets pour faire quelque chose et on ne peut pas demander des hommes pour faire quelque chose si on n'a pas, si on sait pas exactement ce qu'ils font aujourd'hui et ce sur quoi on peut travailler. 30% aujourd'hui du temps de travail, c'est le fleurissement des parterres. Voilà, c'est un sujet qu'on a essayé d'aborder avec eux. Comment demain changer un peu ce fleurissement d'annuel en vivace ou de moins de fleurissement, de façon à dégager des hommes. Il y a 8 équivalents temps plein, il en faudrait déjà 9, hein, donc ils sont en tension perpétuelle. Vu le travail qu'on demande en plus avec toutes ces nouvelles actions qu'on a faites, on voit bien qu'il faut travailler sur la répartition du travail. Voilà, c'est ce qui reste à faire avec eux. Et en conclusion, oui, c'est ce qu'on vous disait.
Finalement, par rapport aux échanges qu'on avait hier, si on fait le bilan, nous, de notre intervention et de leur travail, je pense qu'on était à 90% de temps humain et 10% d'investissement dans du végétal. On n'est pas tout à fait dans les ratios de la Blood. Nous, ce qui nous a semblé très important, c'est que tout le travail qu'on a fait, en parallèle du plan de gestion, pardon, il a permis de le nourrir en fait au fur et à mesure. Et quand on a fait les fiches actions, qu'on est arrivé tout au bout de notre mission initiale, je crois qu'on a fait une dizaine de fiches actions, parce que tout le reste avait déjà été largement amorcé par le travail, donc il restait plus tant que ça à faire. Et pour ce qui était des grosses opérations, on avait les fiches motifs qui fixaient le cadre futur des commandes qui allaient être posées, donc on n'avait pas forcément besoin d'y revenir. Ce qui a été très fort aussi, c'est l'implication humaine des jardiniers. Et on a trouvé des jardiniers un peu déprimés, qui en avaient marre de ne pas faire, qui voyaient leur parc disparaître. Et je pense on les a quittés avec émotion quand on est parti. C'était aussi une aventure humaine qui s'est créée avec eux. Donc ça, c'est aussi enfin, je pense qu'on fait tout ce travail-là aussi pour rencontrer les gens avec qui on crée toutes ces belles choses. Et voilà, nous, les questionnements qu'on a commencé à amorcer tout à l'heure, quelle est la pérennité de tout ça? Tout ceci, ces ateliers ont marché parce qu'il y avait une animation qu'on faisait en tant qu'assistance à maîtrise d'ouvrage sur le site. Il n'y a pas de paysagiste en interne au château, il y a juste une architecte du patrimoine qui chapeaute ces sujets-là, mais qui a tellement d'autres choses à gérer et tellement technique que c'est pas forcément le cœur de son sujet. Et ce risque de tout ce qu'on a amené comme provisoire qui risque de s'installer encore longtemps dans une grosse machine de maîtrise d'ouvrage comme ça qui a du mal à parfois agir. Et puis la gestion humaine du temps de travail, une année de blanc 2023, on espère effectivement qu'elle ne sera pas reconduite en 2024. Merci à vous. Dernièrement, quelques questions. Tout le monde a faim. Sur la méthode, est-ce que vous autorisez à des expérimentations sur des essences dans le bosquet? Dans le bosquet, oui, puisqu'on a une grande prairie sur laquelle l'objectif c'était de pouvoir planter. Au début, on voulait faire une pépinière, puis on s'est dit non, c'est pas réaliste. Hein. Et donc, c'est là où on va replanter les arbres de demain. Et dans toutes les plantations qu'on a fait, on a eu un travail. D'abord, une des raisons pour lesquelles le parc est quasiment vide, c'est qu'en fait, beaucoup d'essences, il y a beaucoup de hêtres qui sont morts. Il y a des platanes. Il y a beaucoup d'arbres qui ont disparu parce que ils sont malheureusement. Les conditions sont très raides. Hein. La terre est très sèche, il fait très chaud l'été, il n'y a pas beaucoup d'eau et il fait très froid l'hiver. Donc c'est vrai que les arbres, ils sont. Donc on a beaucoup travaillé sur quelle essence replanter. Alors dans les alignements, on a beaucoup été sur les tilleuls, on a beaucoup été sur les érables. Après, on s'est autorisé à replanter quelques platanes dans un alignement de platanes, on ne pouvait pas faire autre chose. Mais voilà, et le bosquet laboratoire, il est fait pour ça, il est fait pour tester. Alors, ce que je n'ai pas dit, c'est que pour l'instant, on n'a planté que des arbustes. Hein. Voilà, on a commencé à travailler le sol des autres en 2024. Normalement, il faut qu'ils travaillent, donc ils ont toutes les fiches hein, pour qu'on travaille sur les arbres en motte, les plants forestiers. Mais l'idée, c'est de tester c'est quoi les arbres de demain là-dedans, lesquels vont pousser. C'est vraiment de l'expérimentation. Donc, aussi bien sur la taille que sur les variétés, que sur les modes de gestion après, puisqu'il va falloir élargir sur l'ensemble du parc après. Donc, oui, il n'y a pas d'interdit. Au contraire, de toute façon, on ne peut que tester, mais on ne sait pas demain ce que seront les arbres qu'on va tester aujourd'hui. On ne sait pas si c'est les bons qui seront demain. Produire à long terme, en fait, des arbres d'autres secteurs du jardin, enfin, d'avoir une pépinière à long terme. C'est ce qu'on a voulu faire au départ. Hein. On s'était très ambitieusement, on a dit on fait une pépinière intérieure. Hein. Et puis en fait, c'est pas réaliste. Hein. À chacun son métier. Et les jardiniers, ils sont déjà pas très nombreux. Et voilà. Et comme autrefois, il y avait un petit bosquet de sapins à l'intérieur, hein, au 18e, on est parti du coup plutôt sur cette idée. On ne peut pas empêcher qu'ils fassent un peu des arboretums quand même.
Donc on s'est dit, on va limiter à cet endroit-là. Ça va faire des petits bosquets. Et on a dit qu'on allait replanter des pins, différents types de pins. On a fait aussi avec des compétences des personnes qu'on avait en face. Donc, tout n'était pas possible et tout n'est pas encore gagné. On a parlé du fleurissement, mais il y a d'autres sujets aussi qui sont à construire. Et le bosquet laboratoire sert aussi à ça. Le bosquet laboratoire sert aussi à savoir ce qu'on fait de toute la gestion des déchets de coupe, de tonte, etc. On leur a trouvé un usage dedans. Mais ça, c'était pas gagné aussi Non, initialement. le compost, c'est un long travail. Hein, pour arriver à se dire qu'il faut composter, qu'il faut arrêter de sortir du jardin, du parc. Il faut arrêter de sortir et arrêter de faire entrer. Mais voilà, ça a progressé. Il y a un compost qui s'est installé dans leur aire de jardin. Il n'est pas suffisant, mais bon, c'est déjà un premier. On a voulu faire venir un maître compost aussi. En fait, il faut beaucoup les rassurer, il faut aussi leur montrer qu'ils sont capables de faire, et puis d'où les photomontages, d'où les interventions d'extérieur, hein, leur montrer, leur donner envie, leur montrer ce que ça va donner, qu'ils n'aient pas peur. Et puis après, ils y vont et ils dépassent tout. Hein. J'ai une question. Ce sera la dernière compte tenu du temps. Allez-y. Oui. C'est une question très brève. Quelle était la commande? Moi, je n'ai pas compris quelle était la commande. La commande initiale, c'était une assistance à maîtrise d'ouvrage pour une coélaboration du plan de gestion. Et on s'est retrouvé à faire le plan de gestion complètement et en même temps à rajouter tous ces ateliers d'expérimentation qu'on a mêlés avec les réunions prévues, etc. Et en dernière question, qui va déjà sur la majorité du plan de gestion organisé. Donc, on s'aperçoit que alors, cette fois plus du côté du jardin, mais du côté des équipes qui interviennent pour réaliser le plan de gestion, vous avez un réel rôle de formateur en fait, dans votre élaboration du plan de gestion et dans votre relation au jardinier. Est-ce que la formation du coup, de l'équipe a pu être intégrée à l'action du plan de gestion, que ce soit dans la répartition des temps et dans le coût généré par le coût de formation? Première question. Et deuxième question, est-ce qu'il est envisagé, ou est-ce que vous avez pu déjà mettre en œuvre avec le maître d'ouvrage un suivi du plan de gestion sur plus longtemps que ces 3 premières années qui sont malheureusement toujours insuffisantes? Alors, le plan de gestion, il vient d'être rendu, en fait. Hein. C'était la fin de notre travail. On l'a rendu quand? Ça fait 1 an? Je ne sais pas. Ouais. Par là. Je ne sais plus, ça doit faire 6 mois ou 1 an qu'on l'a rendu, je ne sais plus trop. Pour le suivi, on l'a prévu dans le programme d'action, évidemment, mais alors c'est toujours délicat, puisqu'en proposant le suivi, créer de la commande pour nous-mêmes, donc voilà, on a été assez transparent là-dessus. Pour l'instant, ils n'ont pas souhaité, ils attendent de voir comment ça se passe sans un accompagnement. Donc là, le jardinier Bernard va partir en retraite et on a vraiment demandé à ce qu'il y ait un jardinier d'art qui soit intégré. Les taupières, qui est des formations, en fait, qui est un responsable de la taille des taupières. Parce qu'évidemment, dès que je suis arrivée, j'ai dit que les taupières n'ont jamais été taillées. Et puis, Jérôme m'a dit, mais moi, je sors d'une formation de taille de taupière. Donc on lui a dit peut-être qu'il fallait y retourner peut-être un autre jour. Voilà, mais pour répondre à la question, on n'a pas fait l'évaluation de toute la formation et tout le coût de formation qu'il faisait et anticipé sur le coût que ce serait. Parce qu'une fois de plus, on était dans une coélaboration, donc on n'était pas non plus censé faire toute cette matière-là. Voilà, on était quand même sur un budget très contraint. C'est sûr qu'ils n'étaient pas beaucoup formés. Ils sont allés voir différents châteaux. Nous, on leur a proposé de monter une visite à Sceaux et une visite à Versailles. À Sceaux, c'était pour voir les alignements et qu'on voit un petit peu, et puis surtout qu'on travaille un peu sur qu'on voit cette gestion de Sceaux que je trouve tout à fait intéressante, hein, donc, et qui était bien en lien avec les différents espaces dans les villes, et on pourrait vraiment retrouver différents lieux. Mais finalement, voilà, on a monté le projet, mais ils ne l'ont pas fait. Il y a une certaine inertie quand même dans notre vie. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Merci à vous.